Pour commencer, je voulais vous montrer cette photographie intéressante qui m'a été en plus offerte, sur laquelle on voit donc deux militants du groupe Gays Against Imperialism, qui sont donc Cathal à gauche et Martin à droite, tenant une pancarte lors d'une manifestation contre les H-Blocks. Ce sont donc les prisons où étaient détenus les fameux grévistes de la faim. La manifestation a lieu le 30 mai 81, peu de temps après la mort de Bobby Sands. Et dans cette photographie, on voit bien la convergence des luttes opérées par ce petit collectif de militants homosexuels irlandais du nord et du sud de l'Irlande, qui associe à la fois la question de la libération nationale et la libération homosexuelle dans l'idée que la lutte pour les droits civiques a pour idée centrale l'égalité, et donc elle inclut forcément les droits homosexuels. Cet exemple m'amène au sujet d'aujourd'hui, qui est donc la question nationale, la place de la question nationale dans les mobilisations gays et lesbiennes qui se sont développées dans les années 70-80 en Irlande du Nord et dans la République d'Irlande. En effet, ces mobilisations sont nées dans la lignée des mobilisations internationales à la suite de la révolte de Stonewall en 1969. Et le cas particulier de cette île, c'est que, bien que divisés, les militants et militantes font face à des discriminations partagées, notamment du point de vue de la loi. En Irlande, dans la République comme en Inde du Nord, l'homosexualité masculine est pénalisée de part et d'autre de la frontière par une loi d'origine britannique qui a été maintenue de chaque côté, là où les relations lesbiennes, elles, sont absolument ignorées, ce qui ne va pas sans discrimination spécifique. La question nationale qui m'importe ici, ce sont les débats autour de cette partition, de ses conséquences sur la manière de créer un mouvement homosexuel qui porte des idées transfrontalières. Et par là, il y a deux aspects que je voudrais étudier rapidement avec vous aujourd'hui. L'aspect du nationalisme dans les mobilisations, comme on peut le voir dans l'image que je vous ai montrée, mais plus largement, la question de la nationalité de ces mobilisations. Et en se demandant, est-ce qu'il y a un mouvement homosexuel en Irlande ou plusieurs mouvements homosexuels ? Je vais donc commencer en fait par cela, puisque je vais vous faire un plan un peu chronothématique, pour vous donner aussi une chronologie des mobilisations, en étudiant justement cette question de l'unité du mouvement qui se pose au début des années 70 et qui se pose à nouveau dans les années 80 avec le renouveau du militantisme radical dans la République et les enjeux politiques en Irlande du Nord qui sont à nouveau ravivés. Et enfin, terminer sur les groupes qui affirment leur nationalisme et les conséquences que cela peut avoir dans les mobilisations. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on a un mouvement national LGBT pour toute l'Irlande ? Et je dis LGBT à raison, parce qu'en réalité, au début des années 70, on peut penser que oui, puisque les premières mobilisations, ce sont des mobilisations qui s'intègrent dans des mouvements pour la libération sexuelle en général et qui ont un discours finalement assez large de remise en cause des normes de genre, des normes d'hétérosexualité et qui, bien que principalement des mouvements de libération sexuelle, sont en fait des mouvements qui abordent la question homosexuelle de front. On a des groupes ici qui sont nés dans les milieux universitaires, donc en lien avec l'effervescence de mobilisation des années 68 et les mobilisations en Irlande du Nord autour des droits civiques. Elles sont inspirées aussi de groupes britanniques, le Gay Liberation Front pour la Belfast Gay Liberation Society, mais aussi la Campaign for Homosexual Equality, qui est un modèle revendiqué par les deux mouvements de Coleraine et de Dublin. Et on voit bien que ces mobilisations, dans leurs militants et militantes qui les composent et dans leurs revendications, leurs affiches, sont en fait les premières mobilisations homosexuelles et lesbiennes qui amènent pour la première fois dans le contexte assez conservateur de l'Irlande la question de la sexualité, de l'avortement et bien sûr de la dépénalisation de l'homosexualité masculine. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces groupes ont organisé dès 73-74 des conférences de toute l'Irlande sur la question de la sexualité et de l'homosexualité. En 1973, le Sexual Liberation Movement, Reform Movement de Coleraine
réunit des soixantaines de militants de l'ensemble de l'Irlande, ainsi que des représentants d'organisations britanniques, écossaises, et même des représentants des mouvements pour les droits civiques à l'université, pour parler de la question des sexualités et l'homosexualité, et affirme le besoin criant d'une organisation qui puisse coordonner les efforts de différents groupes travaillant pour la libération sexuelle en Irlande. Ce vœu, qui est affirmé par l'organisation, réapparaît l'année suivante à la conférence organisée cette fois-ci à Dublin, lors de laquelle est fondée l'Union for Sexual Freedom in Ireland, qui est une première organisation à l'échelle de toute l'Irlande et qui est l'aboutissement de cette première phase de mobilisation qui affirme un sens de la solidarité à l'échelle de l'ensemble de l'île. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette organisation, elle s'affirme d'emblée comme une organisation nationale pour l'Irlande, et même l'organisation homophile irlandaise nationale, à l'image de la Campaign for Homosexual Equality britannique, dont elle imagine qu'elle est une organisation sœur en Irlande, et avec qui elle travaille, avec l'ambition de représenter l'ensemble de l'île dans les mouvements homosexuels internationaux. Cette organisation, elle met en place une manifestation majeure qui incarne cette envie le 20 juin 1974 devant l'ambassade britannique de Dublin, qui réunit des manifestants à la fois de Dublin et de l'Irlande du Nord, qui se réunissent symboliquement à l'ambassade britannique pour lutter contre cette loi britannique qui les discrimine de la même manière. Néanmoins, cette expérience est un échec, et assez rapidement, on a la question justement de la réforme, du besoin de réforme, pousse les militants à fonder non seulement des organisations spécifiques qui sont d'abord inclus dans l'USFI, mais qui mettent en place comme moyen d'action des demandes de réforme avec des plaintes déposées à la Cour européenne de justice pour obtenir l'égalité par rapport aux autres citoyens en Irlande du Nord et dans la République, ce qui amène en fait le mouvement à se séparer officiellement avec des organisations qui, de part et d'autre, s'affirment comme l'organisation nationale de référence de chaque côté de la frontière. Cette séparation, elle est remise en cause dans le début des années 80, où se pose à nouveau la question de la coopération transfrontalière. Et on comprend bien ici que la coopération transfrontalière est aussi un moyen de questionner la notion du national dans les mobilisations. On voit apparaître, au début des années 80, des collectifs beaucoup plus restreints, plus mixtes et aussi beaucoup plus radicaux, qui sont en quête de convergence avec des mouvements féministes, avec les syndicats, qui sont les Gay Collectives. On en trouve un à Cork et à Dublin, qui sont pratiquement paritaires pour celui de Dublin, et qui ont une approche beaucoup plus radicale et beaucoup plus proche des enjeux politiques de l'Irlande à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils affirment d'être touchés par ce qui se passe en Irlande du Nord, avec des textes en irlandais, des lettres échangées avec des militants de l'IRA enfermés dans les prisons des H-Block qui ont été reconnus homosexualité. Et surtout, ils organisent des conférences nationales gays, la première ayant lieu à Cork en 1981. Cette conférence, dont le nom est symbolique et est pensé comme tel, comme l'occasion de créer un mouvement vraiment national, cette conférence se compose de nombreux ateliers qui permettent d'aborder différentes thématiques et dont l'objectif est vraiment de dessiner les objectifs des mobilisations homosexuelles, lesbiennes, voire trans et bisexuelles à l'échelle de l'ensemble de l'île. Elle affirme le nationalisme ambiant de certains militants se ressent le Soldier Song est chanté en ouverture de la conférence, ce qui choque une partie des militants, notamment venus d'Irlande du Nord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est un des ateliers qui est mené, qui porte sur la question de la partition. Donc vous voyez ici les motions proposées à la fin de la conférence. Un atelier dans lequel des militants abordent frontalement la question de l'actualité politique de l'Irlande du Nord et estiment
que le mouvement pour la libération homosexuelle est indéniablement lié au mouvement pour la libération nationale et demande à affirmer le soutien de la conférence au mouvement républicain dans le Nord. On reconnaît ici la patte des militants du mouvement que je vous ai présenté en introduction. Ces militants, en effet, affirment qu'ici, il s'agit de ne pas jouer la compétition à l'un contre l'autre, mais justement d'aborder la question de la politisation de l'Irlande, de travailler à politiser les gays ordinaires dont il est faux qu'ils n'ont pas envie de s'engager. Cet atelier est le seul atelier dont les motions ne sont pas votées. Sur les 56 motions proposées à la fin de la conférence, ce sont les seules qui ne sont pas adoptées. Et cela est assez compréhensible puisque la réception de ce passage et de cette approche est assez mitigée, à la fois en Irlande du Nord, mais aussi dans la République d'Irlande. En effet, au niveau de la République et des organisations principales qui sont instaurées, que je vous ai présentées rapidement auparavant, qui ont une approche réformiste des mobilisations homosexuelles, ces militants sont appelés les provos et sont considérés comme trop radicaux et susceptibles d'éloigner la plupart des homosexuels ordinaires, comme dit précédemment, des mobilisations. En Irlande du Nord, le rapport qui est fait de la conférence dans le journal de l'association la NIGRA, le Gay Star, Sean McGoran confirme que l'atelier a été un atelier le plus mouvementé, le plus particulier, puisque la plupart des personnes ont mal pris les ambitions de l'orateur et son antipartitionnisme radical, ainsi que qui ont considéré que cette intervention pouvait être néfaste à la place de la NIGRA dans le Nord, qui se détache par son refus justement de prendre position dans les conflits politiques. Dans les conférences suivantes, on voit ainsi, la conférence de 1982 à Dublin, que la question nationale n'est pas du tout abordée. La question du soutien politique à ce qui se passe en Nord est mise de côté, et on peut seulement voir ces militants s'intéresser aux questions de l'organisation sur l'ensemble de l'île du mouvement d'une manière beaucoup plus édulcorée finalement. Plus symboliquement encore, la 3e conférence nationale gay change de nom et s'appelle la conférence de toute l'Irlande, et les militants interrogés témoignent très clairement des débats qui ont eu lieu à ce moment-là en Irlande du Nord et du refus d'utiliser le terme national qui comprend beaucoup plus de problématiques que dans le Sud, avec aussi un débat au niveau des militantes lesbiennes sur l'affiche de cette conférence qui comportait des extraits de manifestations, notamment de manifestations féministes contre les H-Block qui ont posé beaucoup de soucis. Justement, parlons de ces militantes. Et ce qui est intéressant avec ces conférences nationales, c'est qu'on peut se rendre compte que la réception, l'effet de ces conférences auprès des militants et des militantes est très différent. Au niveau des militants, il semble que ça confirme la séparation nette qui est faite entre le mouvement réformiste institutionnalisé et les groupes plus radicaux, plus engagés dans la politique irlandaise ou nord-irlandaise, qui ne semblent pas communiquer, n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes moyens d'action, notamment en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers. En revanche, cette conférence, elle est perçue comme le moment de naissance d'un réseau national lesbien qui perdure réellement. Dans le même journal, le Gay Star, le Sharon propose la perception d'une femme de la conférence et explique que les militantes y ont vu l'occasion de créer un réseau national lesbien qui va de Cork à Belfast et demande aux militants homosexuels de l'ensemble de l'île, c'est-à-dire des 32 comtés, de fournir aux femmes les moyens de leurs actions pour pouvoir s'organiser et se retrouver, car elles sont souvent beaucoup moins nombreuses dans les organisations mixtes. Ce qui se passe, c'est que s'organisent en effet des rencontres régulières, notamment des fun week-ends à Cork tous les ans. Des bus amènent régulièrement des femmes de Belfast à Cork et inversement. Et la plupart des témoignages dont on peut disposer, ceux que j'ai pu avoir, mais aussi ceux dans des livres, des recueils de témoignages qu'on a, montrent que toutes les militantes qui témoignent
parlent d'échanges, de voyages à travers l'ensemble de l'île, dans des bars, et de communication et d'un sentiment d'avoir un lien national du point de vue des militantes, une chose qui n'est pas du tout représentée du point de vue des hommes, ou au contraire, celui qui porte le projet de réforme en Irlande du Nord, Jeffrey Dudgeon, affirme que les femmes sont apolitiques, qu'elles ne s'intéressent pas à la politique, sûrement parce qu'en fait elles ne s'intéressent pas à la réforme, mais au contraire elles ont beaucoup d'ambitions politiques très différentes. Justement, donc cette question du politique dans les mobilisations, c'est une question qui est souvent problématique et qui peut poser un tabou. Le groupe qui a abordé frontalement ce sujet, c'est évidemment Gays Against Imperialism, qui est un groupe donc très radical, issu des gays collectives, principalement organisé depuis la République plutôt que l'Irlande du Nord, malgré le fait qu'il a des membres qui viennent de l'ensemble de l'île. C'est un groupe qui a une approche très croisée de la question nationale et de la question homosexuelle. Il participe à de nombreux événements, des manifestations contre Margaret Thatcher en 1981 à l'ambassade britannique, des manifestations contre les H-Block avant et après la mort de Bobby Sands, mais aussi des manifestations contre la campagne de Jan Peasley en Irlande du Nord, la campagne Save Ulster from Sodomy, avec un militant qui s'est fait remarquer en couverture d'un journal en faisant un doigt d'honneur aux manifestants et avec un t-shirt qui dit « Save Sodomy from Ulster ». Finalement, ils se font également beaucoup d'amis au sein de mouvements républicains, notamment ou de mouvements en faveur des droits civiques, à commencer par People's Democracy, dont beaucoup de membres ont visiblement été dans les deux groupes, mais de manière plus ou moins officielle, puisqu'il est évidemment parfois difficile de faire son coming out au sein de certaines mobilisations. Et ils ont eu quelques réussites, notamment c'est eux qui ont obtenu en 1982 l'officialisation par le Sinn Féin du soutien au mouvement homosexuel, quelque chose qui n'avait pas été accordé tout au long des années 70 et que ces mouvements ont permis de faire avec beaucoup d'échanges, beaucoup de présence aux manifestations, quelque chose qui est également signalé par des militants qui n'ont pas forcément fait partie de ce groupe, mais qui sont de familles républicaines, catholiques, et qui ont témoigné en effet de frontières qui se déplacent au niveau des années 80, avec finalement la proximité qui permet de créer des liens entre mouvement national et républicain. Je vais terminer rapidement avec cette prise de position qui donc est très controversée dans la République, y compris au sein des gays collectives, où parfois c'est perçu comme une approche risquée, puisque trop proche de moyens d'action violents des provos, mais aussi elle peut convoquer des peurs au niveau du catholicisme de ces groupes républicains et des violences qui peuvent en découler contre les personnes homosexuelles. En Irlande du Nord, il y a de véritables conflits qui en découlent, avec des oppositions très frontales lorsque des militants portent des pins aux couleurs de la campagne contre les H-Block ou contre les troupes militaires britanniques en station en Irlande du Nord. En effet, en Irlande du Nord, l'organisation principale reste la NIGRA, et c'est même la seule organisation effective sur l'ensemble des années 70-80, puisque l'ensemble des groupes sont en fait tous des membres de la NIGRA, qui forment différents groupes selon les actions qu'ils veulent mener. Et leur position est affirmée dans leur statut, c'est celle d'une organisation apolitique, neutre et non partisane, et non partitionniste. Donc une position de neutralité qui est perçue comme le moyen d'accorder un espace de liberté aux personnes homosexuelles, quelles que soient leurs origines. Et la réalité, quand on s'interroge les personnes, est plutôt celle d'un statu quo, où les personnes restent en effet séparées, avec des entre-deux, mais souvent dans l'impossibilité en fait, de parler et d'aborder leurs origines, d'aborder leurs opinions politiques pour maintenir une forme de paix au sein des mouvements homosexuels et lesbiens. Et ce qui est remis en cause aussi, c'est justement la position de la NIGRA, dont les membres apparaissent finalement être tous de classe sociale très élevée, unionistes et en position de se permettre de ne pas parler de leurs enjeux politiques de l'époque. Donc je vais conclure là-dessus, sur ces constats que l'on a d'un mouvement qui est travaillé par ces questions de la place du national, des problématiques, de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Et c'est intéressant de voir que cette question, elle évolue selon les moyens d'action
proposé selon les époques, le contexte politique, et que l'Irlande du Nord, finalement, apparaît par son refus de se mobiliser, paralysée et finalement manquée de diversité, et c'est ce que traduit l'absence de mobilisation dans la fin des années 80 en Irlande du Nord.